Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'ouvrir cette nouvelle année, la 14e, je crois, du cycle géopolitique de Nantes Université par une discussion dédiée à la Russie et le conflit qu'elle mène, bien sûr, depuis bientôt 4 longues années en Ukraine. Une Ukraine encore martyrisée, on l'a vu hier et avant-hier à l'Est, mais aussi à l'Ouest, par un déferlement de drones, de missiles et de bombes planantes qui aura causé plus de 25 morts civiles, dont plusieurs enfants. Je crois qu'on compte encore une vingtaine de portés disparus. Et pour parler de ce conflit, je crois qu'il faut le rappeler, le plus grave en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Monsieur Pierre Lévy. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur l'ambassadeur, vous avez dirigé l'ambassade de France à Moscou pendant cette période qu'on imagine extrêmement difficile entre 2020 et 2024, alors que le pouvoir russe, son chef en premier lieu, s'isolait, se radicalisait et se préparait à une guerre à laquelle nous avons eu d'abord peine à croire, mais qui est devenue réalité cette nuit du funeste du 24 février 2022, sur laquelle nous reviendrons. Vous aviez quelques jours plus tôt accompagné Emmanuel Macron dans ses dernières tentatives de discuter à Moscou avec son homologue russe, sans résultat, mais avec des images spectaculaire de cette distance physique, cette table de 6 mètres, je crois, qui en disait déjà beaucoup. Vous étiez également en Russie lors de la fronde de cette remontée vers Moscou d'Evgeny Prigojine et de ses troupes de Wagner, ou encore lors de la mort, et on y reviendra, d'Alexei Navalny, l'opposant numéro 1 de Vladimir Poutine, emprisonné dans des conditions extrêmement dures après avoir été empoisonné et qui dénonçait au risque de sa vie. Il a payé les turpitudes et la corruption du régime russe. Vous avez eu à gérer aussi des relations, bien sûr, de plus en plus tendues entre Paris et Moscou, marquées notamment par des expulsions de diplomates de part et d'autre. Vous me le disiez, c'est un moment très compliqué de votre poste sur place. Des convocations également intempestives au ministère des Affaires étrangères. Sur cette expérience à laquelle vous nous direz si l'on peut être bien préparé. Vous consacrez un passionnant livre au cœur de la Russie en guerre, publié aux éditions Talendier, dont je recommande chaleureusement la lecture et dont la librairie Coiffard proposera une vente dédicace ensuite. Merci donc de votre présence, monsieur l'ambassadeur. Je vous propose des questions qui reprennent le fil de votre livre, qui retrace le fil de votre mission à Moscou. Et nous terminerons bien sûr en évoquant l'actualité, en tentant de tracer quelques perspectives, ainsi qu'en évoquant les dernières nouvelles qui nous viennent de Washington, avec ce projet, apparemment une nouvelle fois, des Américains de tenter de négocier dans le dos des Ukrainiens et des Européens. Alors 2 questions, monsieur l'ambassadeur, pour commencer, 2 questions en une, si vous voulez bien. Est-ce que c'était important pour vous d'écrire ce livre, et est-ce qu'on est réellement bien préparé à vivre ce que vous avez eu à gérer comme ambassadeur? Est-ce qu'on peut l'être? Aviez-vous anticipé la difficulté de ce poste? Alors, je voudrais tout d'abord vous remercier pour votre invitation. C'est un grand plaisir pour moi de me retrouver dans un amphi d'université. J'ai beaucoup enseigné dans le passé quand je le pouvais, d'autant plus que l'amphi est plein. J'ai toujours considéré que dans mon travail de diplomate, entrait la mission de faire partager mon expérience, et encore plus maintenant, puisque j'ai vécu une expérience qui va bien au-delà, et je l'expliquerai, bien au-delà d'un simple conflit à quelques milliers de kilomètres de chez nous, puisqu'il concerne aussi notre sécurité. Il est lié aussi à notre histoire commune européenne et avec la Russie, et donc tout ce qui peut aider à faire comprendre la situation dans laquelle on est, et qui, je le répète, nous concerne beaucoup, et pour moi très important. Et simplement, j'espère pas trop vous angoisser, parce que j'ai plutôt l'habitude d'essayer d'avoir une approche aussi froide que possible, aussi technique, aussi rigoureuse, pour expliquer une situation dans laquelle il y a beaucoup
il y a beaucoup d'émotions aussi, hein, je crois, parce que la Russie ne laisse pas indifférente, l'Ukraine aussi. Et pour répondre à votre question, pour moi, d'abord j'ai vécu une expérience qui change une vie, en tous les cas une vie de diplomate, parce que même les diplomates ont une existence, et parce que c'était mon dernier poste. C'était un très beau poste dans la hiérarchie traditionnelle des affectations quand on est dans ce qu'on appelle un pays du P5, vous savez, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, États-Unis, Grande-Bretagne, Chine ou Russie, et France pour les étrangers. C'est très, très important et j'en rêvais depuis longtemps. Et donc, je savais que la mission serait difficile, mais je ne savais pas qu'elle serait aussi vertigineuse. Et donc, ensuite, il se trouve que j'ai commencé à prendre des notes sur place à partir du moment où il y a eu la guerre. Je prenais des notes tous les jours, je noircissais des carnets à la suite aussi de mes réunions. Et puis ensuite, quand je suis rentré en France, j'ai eu vraiment beaucoup de marques d'intérêt pour écrire, se raconter un peu tout ce que j'avais vécu. Et en plus, pour vous parler un peu de moi-même, ce travail avait une vertu cathartique, un peu tourner la page au véritable sens du terme, parce que quand on vit cette expérience, en plus comme je l'ai dit, c'était mon dernier poste, j'étais retraité, et beaucoup de collègues me disaient d'ailleurs, tu sais, il faut à peu près 1 an pour retrouver un nouvel équilibre, quel que soit le poste dans lequel on a été. Je ne sais pas, chacun peut avoir son expérience dans cette phase de vie. Et donc moi, je sortais d'une période vraiment sous tension, avec une charge mentale très, très lourde. Donc j'avais besoin d'évacuer tout ça. J'avais aussi quitté une équipe de plus en plus réduite, l'équipe de l'ambassade, parce qu'il y a eu beaucoup d'expulsions que je pourrais raconter, mais qui était extrêmement valeureuse, extrêmement attachante. Et donc il y avait beaucoup de chocs émotionnels qui se superposaient. Et donc écrire a été pour moi une vertu très, très, très positive. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, je reçois pas mal de témoignages de lecteurs, mais pas beaucoup de gens qui sont d'ailleurs extérieurs à mon métier et qui ne sont pas en politique et qui disent ça permet de mieux comprendre les choses, voilà, et je mesure bien l'ampleur des enjeux, tout ce que ça représente, et j'avoue que pour moi c'est très 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 encourageant, hein, parce que je pense qu'on a une exigence démocratique. D'abord parce que je suis payé avec vos impôts, et puis on a une diplomatie française qui est de grande qualité et donc qui travaille pour la paix et la stabilité du monde et les intérêts et les valeurs de la France. Et je précise bien sûr, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, c'est pas un livre de commande du Quai d'Orsay, hein, c'est quelque chose que j'ai fait par moi-même, la plume et l'esprit libre. Et donc je suis très heureux de pouvoir, comme aujourd'hui, partager mon expérience et dialoguer avec des compatriotes. Voilà. Alors un livre, je le confirme, très, très clair et très pédagogique. Alors dans ce poste déjà difficile à la base, vous n'avez eu en plus que quelques mois de normalité, hein, avant l'arrivée du Covid. Vous avez cette expression « dis-moi comment tu gères le Covid, je te dirai qui tu es ». Et en Russie, c'était très spécial. Oui, alors effectivement, le livre est organisé schématiquement en trois grands temps. C'est avant la guerre, pendant la guerre et après. Voilà, qu'est-ce qui va se passer? Et effectivement, je suis arrivé le 15 janvier 2020, qui est une date importante parce que c'est le jour où le nouveau Premier ministre, M. Mishustin, qui est toujours en fonction, a été nommé par Vladimir Poutine, et le jour où il a annoncé une grande réforme constitutionnelle, parce que beaucoup s'interrogeaient, qu'est-ce qui va se passer? Son mandat arrive à terme, il ne peut plus se représenter, donc c'était important. Et puis ensuite, donc il y a eu cette vie normale, j'ai présenté mes lettres de créance, vous savez, c'est la cérémonie officielle, c'est la photo d'ailleurs, hein, qui est sur la couverture, cérémonie officielle avec une trentaine d'ambassadeurs où
on présente la lettre qui vous accrédite, et puis on a l'occasion d'avoir une discussion avec le président ou le chef d'État de la puissance qui vous accueille, ce que j'ai fait. Et puis ensuite, ils ont fermé très vite la frontière avec la Chine, une frontière de 4500 km. Et ensuite, il y a eu le Covid. Et effectivement, l'intérêt du Covid, j'en parle, il y a tout un chapitre qui est consacré à cette séquence, parce que, vous vous en souvenez, c'était une crise quasiment mondiale. C'était vraiment très intéressant. Et ce qui était passionnant, c'est très rare, hein, d'avoir une telle ampleur. Et ce qui était passionnant, c'est de voir comment chaque pays, en fonction de ses caractéristiques, y répondait, et de comparer en quelque sorte les performances des États-Unis, de la France, de l'Allemagne, et d'où mon expression, dis-moi comment tu gères le Covid, je te dirai qui tu es, parce que ça renvoie à un certain nombre de notions très importantes, par exemple la confiance. Quand on a des chiffres qui viennent de nos autorités, est-ce qu'on a confiance? Est-ce qu'on a confiance dans la recherche? Est-ce qu'on a confiance dans notre voisin qui ne porte pas de masque? Vous voyez, enfin, c'était très intéressant. Et alors, ce qui est passionnant en Russie, c'est que j'ai vu, en fait, tout l'appareil, d'abord là, une certaine fierté dans leur manière de gérer les choses, non sans raison d'ailleurs, parce que je crois que le Spoutnik n'était pas un mauvais produit. Moi, je me suis pas fait vacciner au Spoutnik, malgré les pressions, mais c'était pas un mauvais produit, mais qui n'a jamais été homologué par les autorités européennes ou l'OMS. Et puis surtout, j'ai vu l'appareil de propagande tout de suite se déployer. Et en particulier, tout ce discours sur nous gérons ça mieux que les pays occidentaux, nous avons un vaccin pour le tiers-monde, et puis toutes les opérations d'aide, par exemple aux pays africains et même aux Italiens. Je raconte il y a quelques anecdotes assez croustillantes, aux Américains, qui étaient faites de manière à montrer la supériorité du modèle russe. Vous voyez, ils ont tout de suite envoyé un convoi militaire en Italie pour délivrer des vaccins et des appareils respiratoires. Enfin, bon, il y avait beaucoup de bruit, il y a toujours beaucoup de rumeurs, hein, parce que des journalistes disaient mais il y a des bases de l'OTAN juste à côté, donc ça leur permet de capter des informations. Enfin bon, on est dans un monde un peu spécial. Et donc il y a eu cette période du Covid qui était intéressante et qui a peut-être pesé ensuite sur les événements. Et je reste, si vous le permettez, un instant sur l'année 2020, qui était très très intéressante, parce que il y a deux éléments, je crois, qui ressortent de mon intuition personnelle, mais qui étaient partagés par mes collaborateurs. On a écrit, vous savez, le produit de base du diplomate, c'est la dépêche, le télégramme diplomatique. Je plaisante un peu, mais enfin, c'est la correspondance protégée que l'on a avec nos autorités. Donc on écrit, voilà ce qui s'est passé, voilà ce que je pense, voilà ce qu'il faut faire. Donc ça, c'est notre travail au quotidien. Et il y a deux éléments que je trouve très intéressants à souligner en 2020. C'est d'abord l'intuition que nous avions que la réforme constitutionnelle qui permettait en fait au président Poutine de se représenter jusqu'en 2036, de faire à nouveau 2 mandats. Il en a refait un, il a commencé un puisqu'il a été réélu, vous savez, en 2024, en mai 2024, était un élément qui en quelque sorte, créait un déclic. Parce qu'à ce moment-là, j'avais l'intuition qu'il était face au choix suivant. Il voulait restaurer la puissance de la Russie, ce qui est tout à fait... n'est pas critiquable. Enfin, n'importe quel chef d'État veut faire en sorte que son pays soit puissant, soit respecté, soit écouté sur la scène internationale. C'est ce que nous essayons de faire nous-mêmes au quotidien. Et je pensais à l'époque qu'en fait, il avait 2 façons de le faire. Une façon que je qualifierais de manière un peu schématique de positive, c'est-à-dire la Russie est une grande puissance, membre permanent du Conseil de sécurité, impliqué dans le règlement de crise. Par exemple, vous vous souvenez, ils avaient des troupes en Syrie. En fait, ils avaient sauvé le régime de Bachar. Nous travaillions à l'époque de manière très, très, très active avec Moscou sur le règlement de la crise nucléaire iranienne, donc pour essayer de faire en sorte qu'il n'ait pas l'arme nucléaire.
Et puis, voilà, la Russie avait une voix qui était à un moment écoutée au Proche-Orient. Et donc, c'était la variante positive, c'est-à-dire la Russie forte et respectée parce qu'elle apporte sa contribution à la paix et à la stabilité internationale. C'est en quelque sorte l'actionnaire du système. Voilà, on travaille avec elle. Bon. Ça, c'était une des solutions. Et puis une autre voie était la voie du mal. Encore une fois, c'est très schématique, mais qui consistait à considérer que la Russie sera forte et respectée parce qu'elle fera peur, parce qu'elle inspirera la crainte. Et c'est en fait la voie qu'il a choisie. Donc ça, c'est le premier point. Et je pense que le fait de pouvoir théoriquement rester jusqu'en 2036 l'a amené en fait à changer la perspective qui occupait son esprit depuis très très longtemps. Parce qu'il faut bien voir, on en reparlera peut-être au fil de vos questions, que voilà, cette imprégnation de l'histoire, souvent d'ailleurs déformée, cette idée que la Russie et l'Ukraine ne forment qu'un seul peuple, que l'Occident veut détruire l'Union soviétique et détruire la Russie, c'est quelque chose qui est très structurant dans son esprit. Mais vraiment, il rumine, pardon de parler de manière un peu familière, mais il rumine ça depuis très longtemps. Et puis, le fait de pouvoir rester jusqu'en 2036, il s'est dit, voilà, maintenant, c'est la dernière occasion pour moi de travailler pour l'histoire, de laisser un héritage à la Russie et de régler la question ukrainienne et d'inscrire mon nom à côté de Pierre Ier, de Catherine II, peut-être de Staline et d'autres, pour vraiment enfin régler cette question et faire en sorte que la Russie soit grande, respectée, conforme à son histoire. Je pense que ça a joué. Et alors, et c'est là où le Covid revient, je ne veux pas faire de la psychologie facile, parce que souvent on me pose la question, est-ce que ça a joué ou pas? Mais je pense qu'il était d'abord très, très protégé. Il faut savoir, je suis allé par exemple en mai 2024 à sa cérémonie d'investiture, et j'ai eu droit, comme les 1500 invités, à 2 tests Covid. Vous voyez, donc donc ça c'était l'année dernière. On fait plus ça chez nous. Enfin, on se fait vacciner chez nous, j'espère. Mais donc je crois qu'en fait cette période qui était une période d'isolement, vous avez rappelé l'épisode de la table, et lui a sans doute fait prendre conscience du temps qui passe, de la fragilité de la vie. De la nécessité de faire les choses. Et je pense que ça a été un élément accélérateur, mais encore une fois, c'est une analyse très personnelle. Et ça a joué. Et puis ensuite, et c'est là, je crois, où le livre apporte quelque chose, j'ai essayé de décrire en quelque sorte le cheminement. Comment le cheminement géopolitique, stratégique, politico-militaire, comment s'enchaînent les événements pour conduire à la guerre, ce processus que j'appelle de radicalisation ou d'auto-radicalisation. Alors justement, cette rupture, ce tournant idéologique, vous le dites dans l'ouvrage, pour vous, il apparaît plutôt en 2021 avec des exigences de la Russie qu'on n'avait jamais vues jusqu'à présent. Il y a notamment ces idées de revenir sur l'avancée de l'OTAN en 1997, voire même de remettre en cause ce qui avait été décidé à l'époque de l'URSS en 1975 à Helsinki. C'est-à-dire qu'il y avait depuis très très longtemps un profond ressentiment de la Russie vis-à-vis de l'Europe, de l'Occident, des États-Unis. Et ce discours est très ancien. Vous vous souvenez peut-être du discours de Vladimir Poutine à la conférence sur la sécurité de Munich en février 2007. J'y étais d'ailleurs. Et dans lequel il a dit, habituellement, il y a beaucoup de formules de politesse dans les grands discours diplomatiques. Moi, je vais aller au fait, je vais vous dire ce que je pense vraiment. Et là, il a déroulé sa critique de l'hégémonie américaine, du monde unipolaire. Maintenant, c'est fini. Il n'y a plus un pays qui dicte sa loi. Vous allez voir ce que vous allez voir. Voilà. Et ça, je me souviens, je suis revenu à Paris. J'étais directeur du Centre d'analyse et de prévision, donc de la stratégie au ministère. J'ai fait des papiers en disant, voilà, il faut écouter
ce qui vient d'être dit. Il faut être très attentif à ça. Et puis, et donc c'est très ancien. Hein, pour prendre un autre exemple, j'expliquais à mes interlocuteurs que l'OTAN est une alliance défensive. Mais pas du tout, vous nous attaquez. D'ailleurs, vous avez vu qu'ensuite il y a tout un discours inversé. Nous sommes attaqués par l'OTAN au matin de la guerre. Le discours de Poutine mentionne l'invocation de l'article 51 de la Charte des Nations Unies, c'est-à-dire le droit à la légitime défense. Les Russes sont en légitime défense face à l'Occident. Donc j'essayais de déconstruire ce discours. Et de la même manière, il nous disait il y a une poussée de l'OTAN vers l'Est, vous nous acculez. Et je leur disais, mais absolument pas. Il y a simplement des pays souverains, nouvellement indépendants, les pays de l'ancien bloc de l'Est, qui font le choix de leurs alliances. Nous, après, à nous de dire si on est d'accord ou pas. Il y a des pays qui voulaient être membres de l'Union européenne et on leur disait non. Moi, j'ai passé une partie de mon temps, quand j'étais directeur de l'Union européenne, à dire aux Ukrainiens, vous ne serez pas membre de l'Union européenne. En tous les cas, la question ne se pose pas maintenant. Vous voyez, donc faire exactement le contraire de ce que, pas pour satisfaire les Russes, mais on était dans une logique totalement différente. Et donc en 2021, effectivement, d'abord il y a tellement de choses qui se sont passées en 2021, mais je crois que d'abord il y a eu une analyse du rapport de force qui a conduit les Russes à considérer que le moment était peut-être venu de passer à l'acte. C'est très intéressant de voir ce que j'appelle le pattern, le modèle stratégique russe, c'est-à-dire vous avez d'abord une analyse d'abord vous avez un substrat que j'ai évoqué brièvement, sur lequel on pourra revenir, qui est toute cette analyse historique, la restauration de la puissance russe, tout ça vient de très très loin. Ensuite, vous avez une analyse des rapports de force. Et de la même manière qu'ils ont attaqué la Géorgie en 2008, en août 2008, après le sommet de Bucarest en avril 2008, au cours duquel on avait adopté un compromis un peu boiteux concernant l'adhésion de l'Ukraine et de la Géorgie à l'OTAN. Donc ils se sont peut-être dit, bon, ils sont en face, ils ne sont pas décidés, ils sont divisés, ils sont mous, j'y vais. Là, c'est la même chose. Il y a eu plein d'événements en 2021, c'est très très intéressant, qui peut-être les ont conduits à considérer que le moment était venu de passer à l'acte. Vous vous souvenez, côté américain, il y a le 6 janvier, c'est les émeutes du Capitole. Ensuite, il y a eu des échecs dans la politique étrangère de Biden. Ensuite, il y a eu le retrait catastrophique de Kaboul, aussi, qui est un signe de faiblesse des États-Unis. Côté européen, il y a eu des divisions, l'opposition entre la Pologne, les pays baltes et l'Allemagne et la France à un moment, parce que l'Allemagne et la France poussaient, lors du dernier Conseil européen de Mme Merkel, pour qu'il y ait un sommet avec Poutine. C'était juste après le sommet de Biden-Poutine à Genève, en juin 2021. Et certains États membres ont dit, pas question de leur parler, on ne va pas revenir, on n'obtiendra rien et tout. Et donc les Russes ont vu ça. Ils ont vu aussi que ce qu'on appelait le processus de Normandie, vous savez, dans le cas des accords de Minsk, pour trouver un accord, n'avançait pas. Et ils disaient, mais vous êtes totalement partiaux, vous ne faites pas pression sur l'Ukraine, alors que tout ça jouait plutôt en leur faveur, et c'était une manière de bloquer en fait l'avancée de l'Ukraine sur la voie euro-atlantique. Donc vous voyez, il y a eu toute une série, il y a d'autres exemples aussi, il y a eu toute une série d'événements qui se sont déroulés et qui ont fait penser au Kremlin que voilà, en face de lui, il avait des pays qui ne réagiraient pas. De la même manière, d'ailleurs, il faut le reconnaître qu'après la guerre en Géorgie, on a pris quelques sanctions, mais on est revenu au business as usual après.
entre 2008 et les entreprises étrangères investissaient. On avait, voilà, c'était et donc il s'est dit, je pense qu'il s'est dit la même chose. Et puis il a considéré aussi qu'après, ça se passerait pas comme prévu. Et puis je ne sais pas s'il faut en parler maintenant, mais je crois que c'est intéressant. Ils ont mis sur la table aussi en décembre 2021 deux projets de traité. L'un, on n'en parle pas, c'est pas très connu, mais l'un avec les États-Unis, un autre avec l'OTAN, en fait, qui revenait à reconfigurer l'ordre de sécurité du continent européen. Et en fait, à revenir sur l'élargissement, à obtenir un moratoire qui n'est plus d'élargissement de l'OTAN, et à revenir en quelque sorte à la situation de l'OTAN avant 1997, le moment du grand élargissement. Vous voyez, donc tout ça, à mon sens, après il y a eu une réunion, moi quand on a vu les textes, l'ambassade a fait son travail et donc on s'est dit, on a dit à Paris, d'abord tout ça est absolument, c'est inacceptable, comme on dit dans en bon français, des non-starters, donc c'est inacceptable. Mais il faut répondre aux Russes, il ne faut pas rejeter ça d'un revers de la main, parce que c'est rentré dans leur jeu. Voyez, et donc il y a eu une réunion importante en janvier à l'OTAN avec les Russes pour discuter de tout ça. Mais mon analyse, ma conviction, est que tout ça, c'était en quelque sorte du théâtre pour justifier ensuite encore mieux l'invasion de l'Ukraine et pour dire, comme ils l'ont redit, une fois de plus, l'Occident ne nous a pas écoutés, a balayé d'un revers de main nos propositions. Et ça, c'est une question qui reste très présente. Vous avez vu sans doute, on reviendra quand on parlera des perspectives, mais les Russes parlent toujours, ils disent, bon, il faut bien sûr un cessez-le-feu, un accord de paix, mais il faut aussi régler les causes profondes du conflit. Et donc, quand vous traduisez, et Poutine l'a encore dit à Anchorage en août dernier, et quand vous traduisez, c'est ça. Hein, c'est revenir à avoir un nouvel ordre de sécurité européen. Et avec l'idée, il développe très souvent, je ne veux pas rentrer dans des considérations très techniques, mais il développe souvent la notion d'indivisibilité de la sécurité. C'est-à-dire, la sécurité de l'un ne peut pas se faire au détriment de la sécurité de l'autre, qui est d'ailleurs un principe qui est inscrit dans un certain nombre de documents importants, comme la Charte de Paris, les documents de l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Mais simplement, ils oublient qu'à côté de cette notion, il y a d'autres notions sur l'approche collective de la sécurité, le respect de la souveraineté. Et moi, j'ai entendu des Russes très importants me dire, tant que la Russie ne se sentira pas en sécurité, les autres ne se sentiront pas en sécurité. Vous voyez ? Donc ça, c'est quand même une notion, une conception très intéressante, si j'ose dire, des choses, et ça montre un peu le fossé qui peut exister. Alors on va arriver à cette date du 24 février, mais avant cela, si vous voulez bien, une question, elle remonte à quand cette focalisation sur la question ukrainienne? Est-ce qu'il y a aussi l'idée de casser ce qu'aurait pu être un contre-modèle, l'Ukraine qui se développait démocratiquement et économiquement pas trop mal dans à la fin des années 2010, début des années 2020? Ah oui, vous avez tout à fait raison quand on regarde le chemin parcouru. C'est simplement, vous savez, je ne sais pas jusqu'où il faut remonter parce que le ressentiment, l'analyse russe, elle est très très ancienne. Hein. Je me souviens quand Vladimir Poutine était interrogé par un journaliste américain, Tucker Carlson, très conservateur de Fox News, il a commencé. L'autre l'interroge, enfin il servait les questions sur un plateau en argent. Oui, avec des guillemets, journaliste. Voilà, pour pas l'embarrasser. Mais Vladimir Poutine est parti dans un tunnel, comme disent les journalistes, de 25 minutes sur l'histoire, en parlant de l'arrivée des Varegs au 8e siècle à Kiev. Enfin bon, cette idée que le berceau de la Russie est à Kiev, la Rousse de Kiev. Et moi, je ne suis pas historien, et je ne rentre pas dans ce débat. Je connais un peu l'histoire de la Russie, mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que vous avez un État indépendant, souverain. D'ailleurs, la Russie a reconnu son indépendance, avait signé un traité au début des années 90, après l'éclatement de l'Union soviétique avec elle, avait signé le mémorandum de Budapest, par lequel l'Ukraine renonçait à être une puissance nucléaire, rendait toutes ses armes nucléaires,
et la Russie était un des garants de l'accord et s'engageait à ne pas la menacer. Voilà. Donc, c'est très, très, très ancien. Et puis ensuite, il y a eu le choix de la population ukrainienne. Vous vous souvenez du Maïdan en 2003, ce qu'on appelait les révolutions oranges. Et puis une orientation, il se disait, notre destin, c'est l'Europe. Voilà, une grande majorité de la population, y compris d'ailleurs dans des zones russophones. Hein. Il ne faut pas considérer que les russophones sont pro-russes nécessairement. Zelensky, au départ, était un russophone. Et donc, il y a eu cet épisode. Et encore une fois, nous, on freinait plutôt. Il y avait des États membres de l'Union européenne qui disaient il faut ouvrir la perspective d'adhésion à l'Ukraine. Et nous étions, nous Français, avec d'autres, nous étions plutôt contre. Et alors, on avait inventé à l'époque ce que l'on a appelé le partenariat oriental en 2004, c'est-à-dire en fait un cadre de coopération avec ces pays pour essayer de dépasser le choix être dans l'Union ou pas. On disait on peut faire beaucoup de choses avec la coopération sectorielle ou autre, les régimes des visas, sans que vous soyez nécessairement dans l'Europe. Ça prend beaucoup de temps, c'est compliqué. Et donc ça marchait. Et puis, on s'apprêtait à signer un accord d'association avec l'Ukraine en 2013. Et le président de l'époque, Yanukovych, a eu des pressions très fortes de Moscou. Ne signez pas. Il lui a offert des conditions d'approvisionnement en gaz préférentielles et puis aussi des pressions un peu dures. Et Yanukovych a refusé au dernier moment, j'étais à la réunion de Vilnius, il a refusé, comme directeur de l'Union européenne, il a refusé au dernier moment de signer l'accord. Et là, les gens sont descendus dans la rue. Voilà. Et c'est là où le Maïdan aussi a commencé, 2013-2014. Et donc ça, pour eux, c'est absolument inacceptable. Et puis ensuite, il y a eu tous les développements. Et pour les Russes, il y a eu un coup d'État à Kiev, en fait. Et ils parlaient régulièrement d'une junte, la junte au pouvoir à Kiev. Et c'est même pas pour eux une contre-Russie, c'est une anti-Russie. Quand vous décortiquez le discours, dire pour eux, l'Ukraine c'est pas un État, mais c'est aussi un État fantoche, un pouvoir fantoche qui est manipulé par les Américains pour affaiblir la Russie. Donc vous voyez combien tout ça est difficilement extricable. Et puis, moi, je reste absolument persuadé que l'Ukraine est un pays jumeau. C'est exactement le même pays que la Russie. Enfin, je ne sais pas s'il y a des Ukrainiens, et ça va peut-être les choquer dans la salle, mais c'est exactement le même pays que la Russie au départ. Ouais, c'est les mêmes caractéristiques, la même corruption même. Et donc, pour eux, et puis il y a beaucoup de liens aussi, serait-ce que familiaux, entre les deux populations. Moi, j'avais beaucoup d'amis russes au bout de 5 ans, et qui me disaient, oui, mon grand-père est né là-bas. Voilà, il y a beaucoup d'Ukrainiens qui sont morts pendant la guerre aussi, dans l'armée soviétique. Bon. Et donc, quelqu'un me disait, il y a entre 11 et 12 millions de Russes qui ont des liens familiaux directs avec l'Ukraine. C'est-à-dire j'ai même connu des gens très importants au Kremlin qui ont des liens très très proches avec l'Ukraine. Et donc, si vous imaginez, si vous multipliez par 4 dans un foyer, ça fait à peu près 50 millions de Russes, 45 millions de Russes qui ont des liens directs avec l'Ukraine. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont forcément pour l'Ukraine. Hein. Il y a des familles qui sont déchirées. Moi, je rencontre des Russes, je leur demande souvent, alors vous en parlez chez vous? Ah, surtout pas, ma mère veut surtout pas en parler, elle considère que c'est horrible, ces Américains qui sont là. Enfin bon, les familles sont déchirées. Hein. C'est un peu comme une guerre civile. Hein. Et quand je dis ça, c'est pas pour nier la souveraineté ukrainienne. Mais donc pour eux, je crois que c'est absolument inacceptable que ce pays jumeau puisse faire un choix
divergent et choisir la voie européenne, choisissent de s'européaniser. Vous voyez, et c'est là, je crois, où il y a une perspective, on en reparlera, mais regardez, j'ai été ambassadeur en Pologne aussi, et donc, les Polonais qui habitaient Wrocław, par exemple, c'est pas loin de l'ancienne Breslau, ils regardaient la frontière allemande, puis ils voyaient que de l'autre côté de la frontière, les gens vivaient beaucoup mieux. Et après, ils ont dit on veut être membre de l'Union européenne. Et la Pologne est aujourd'hui une formidable réussite européenne. C'est un pays en pleine croissance. Et donc, je pense que ça sera la même chose. Vous savez, je ne sais pas où seront les frontières de l'Ukraine dans 10 ans ou même l'année prochaine, mais elles seront peut-être sur le Dniepr, elles seront peut-être plus loin. Ou plus près de Kiev, je l'espère pas. Mais en tous les cas, les gens qui seront de l'autre côté, si jamais on arrive à européaniser l'Ukraine, à en faire plus ou moins une économie de marché, à mettre à transformer l'appareil industriel, à faire en sorte que ce soit plus ou moins un état de droit, à lutter contre la corruption, je crois qu'on aura gagné la partie, parce que les gens de l'autre côté, dans le Donbass ou à Rostov, ils se diront il y a quand même des trucs qui changent. Et c'est le pouvoir transformateur de l'Union européenne. C'est compliqué, c'est long, mais ça peut marcher. Et alors, il y a vraiment cette volonté de nier l'existence de l'Ukraine. Elle apparaît très nettement dans les discours de Vladimir Poutine quelques jours, simplement avant le 24 février, où il explique, d'après sa lecture de l'histoire très spéciale, que l'Ukraine, c'est une construction de Lénine. Oui, c'est ça. C'est une construction artificielle de l'époque du communisme. Il a écrit effectivement ce long mémoire sur de l'unité historique des peuples russes et ukrainiens. Je crois que c'était en juillet 2021. Puis il y a eu beaucoup d'articles sur le sujet. Donc c'est quelque chose qui est profondément inscrit dans son approche. C'est une espèce quand même, il y a beaucoup de références très différentes. Par exemple, il accuse beaucoup Khrouchtchev, c'est Khrouchtchev qui aurait fait cadeau de la Crimée à l'Ukraine. Staline, quand même, à un moment aussi, a voulu réveiller les nationalités. On a même à l'époque de la guerre, on mettait en avant l'importance du fait national. Même Staline a veillé à chaque fois, au début de la guerre, c'est très très intéressant, en fait, à gommer l'aspect soviétique pour vraiment parler. Il avait fait un discours très connu en 1941 pour parler aux Russes comme il l'avait jamais fait auparavant, en agitant, en jouant sur la fibre nationale de chaque république socialiste. Et donc, et ensuite, il y a cette négation permanente et qui a même des effets complètement pervers d'un point de vue opérationnel, parce que finalement, à force de considérer que c'est pas un vrai pays, en tous les cas, et que qu'ils sont exactement pareils aux Russes, il est totalement passé à côté de la transformation de l'Ukraine. Ça, je crois que ça explique aussi les échecs des opérations militaires qui ont surpris tout le monde. Parce qu'il n'a pas vu, vous vous souvenez, les fameux petits hommes verts qui ont conquis la Crimée. Crimée, c'est gigantesque, qui ont conquis la Crimée en 2 jours. Donc l'armée s'était à ce moment-là effondrée, la marine russe s'était évaporée, la marine ukrainienne s'était évaporée. Et donc il s'est pas rendu compte qu'entre 2014 et 2022, l'armée ukrainienne s'était modernisée considérablement, que le pays avait évolué, était devenu beaucoup plus... que le sentiment national, le sentiment de l'identité nationale était devenu plus fort. Parce que finalement, avec leurs actions hybrides, d'espionnage et autres, ils connaissent beaucoup mieux nos pays occidentaux que l'Ukraine. Et je pense que c'est un des facteurs explicatifs j'ose pas dire la défaite, mais en tous les cas des performances très décevantes de l'armée russe, parce que rien ne s'est passé comme prévu.
Je pense qu'ils ont perdu la guerre dans les tout premiers... Enfin, perdu la guerre, nous ne sommes pas à la fin. Mais en tous les cas, les plans ne se sont pas déroulés comme prévu très vite parce qu'il y a eu cette bataille dans l'aéroport aux alentours de Kiev, vous savez, le Sommel. Et puis, ils ne s'attendaient sans doute pas à un sursaut, une résilience ukrainienne qui est remarquable, comme celle que l'on voit actuellement. Et puis ce pays dont Poutine nous dit qu'il n'existe pas, il avait comme voté pour son indépendance en décembre 91 à plus de 90%. Même dans les bastions de Donetsk, de Lugansk, on avait voté à plus de 90% pour l'indépendance, à part la Crimée. Alors on arrive à la guerre, racontez-nous quand même, si vous le voulez bien, comment cette nuit du 24 février, et peut-être quand même les dernières tentatives d'Emmanuel Macron qui rencontre Poutine à ce moment-là et essaye de lui faire marche arrière. Alors d'abord, il n'y a pas eu tout d'un coup les yeux qui s'ouvrent et un grand choc le 24 février. On était dans une période, comme je l'ai dit en parlant de 2021, on était dans une période de tension croissante. Et on croyait même, par exemple, au printemps 2021 qu'il y aurait une action militaire parce que vous aviez beaucoup de troupes massées autour de l'Ukraine. Et alors on travaillait sur des modèles, des scénarios. Et puis on en parlait aux Russes, et ils nous disaient « mais vous êtes complètement hystériques, nous faisons des manœuvres, on a bien le droit de faire ça, on est chez nous et tout ». Et puis il y a eu une réunion en novembre 2021 à Paris du comité consultatif sur les questions de sécurité bilatérale, donc avec les deux ministres, les ministres des Affaires étrangères et de la Défense des deux pays. Et c'était une réunion glaciale. Donc il y avait Jean-Yves Le Drian et Madame Parly pour nous. Et c'était, il fallait mettre sa manteau de fourrure à chapka pour être au Quai d'Orsay parce que c'était extrêmement tendu. Et donc je dis ça parce que vous voyez, on était déjà en novembre dans cette situation. Et puis ensuite, il y a eu une montée continue de ces tensions et l'idée que le président de la République vienne pour tenter sa chance. On va tout faire pour la paix. On en parlait d'ailleurs depuis plusieurs mois. Moi, j'avais proposé des scénarios à Paris. C'est le travail de l'ambassadeur de dire. Et puis à un moment, je sentais que le président de la République voulait venir. Il avait raison. Le temps passait. Et puis j'ai dit à mes camarades à l'Élysée, de toute façon, il me demandait mais quelle est la bonne période. Je lui ai dit écoutez, maintenant il n'y a plus de bonne période. Si vous voulez venir, venez. Et le président de la République est venu. Et là, il y a l'épisode que vous avez rappelé, mais on a bien vu en fait que Vladimir Poutine était très radicalisé, très dans son monde. Et il y avait vraiment un écart entre d'un côté Emmanuel Macron qui essayait de le raisonner, qui a beaucoup parlé. Et puis lui-même, on le voyait bien à la conférence de presse où il a ressorti un langage qui était déjà préparé depuis longtemps. Je ne sais pas à quel moment la décision d'entrer en guerre était prise, mais je pense que il y avait déjà, je pense qu'il attendait le bon moment. Enfin, la décision était déjà peut-être très très mûrie. Et puis ensuite, il y a eu toute une série d'événements qui ont été en fait des clignotants en rouge. Il y a eu la reconnaissance des Lugansk et Donetsk. Et puis donc ils ont signé même un traité avec les autorités qui étaient autorités fantoches qu'on ne reconnaissait pas. Et puis donc l'annexion, il y a eu des réunions mises en scène du Conseil de sécurité, très bien russe, très bien présentées. Et puis à un moment, il y a eu un flux de réfugiés qui a quitté le Donbass dans des cars. Et nous, on avait vraiment le sentiment que tout ça a été organisé, vous voyez. Parce qu'un des scénarios sur lesquels on travaillait était en fait une opération militaire limitée sous couvert d'aide humanitaire. Nous sommes appelés par la population du Donbass qui est victime d'un génocide
et nous sommes obligés d'y aller. Il y avait beaucoup de scénarios très différents, mais je dois reconnaître que le scénario d'une invasion en bonne et due forme complète de l'Ukraine n'était pas du tout le plus vraisemblable. Vous savez, il y a beaucoup de débats là-dessus, ne serait-ce parce que nous, on voyait la même chose que les Américains. Vous voyez, par nos services de renseignement, les satellites et tout, donc on avait en permanence des réunions. Moi, j'avais des réunions sur place avec mes experts et puis mes collègues occidentaux, mes collègues alliés, les pays alliés. Et donc, vous voyez que des choses se préparent. Vous voyez les hôpitaux de campagne. Je me souviens, j'ai parlé à un collègue, ambassadeur d'un pays balte, qui a eu un très beau poste, qui a été ambassadeur dans des postes importants, qui a été secrétaire à la défense et tout. Et il me disait, tu vois, j'ai été soldat dans l'armée soviétique. C'est un profil très à part. J'ai été soldat dans l'armée soviétique. J'ai été comme ces types-là, dans des tranchées, dans des positions de combat, dans le froid. Tu les gardes pas très longtemps. À un moment, il faut passer à la... Et ça me rappelle une discussion que j'avais avec un général en 2003, avant la guerre du Golfe. Je m'occupais de questions de sécurité. Et il me dit, vous savez, moi, d'un point de vue militaire, quand vous avez des gars dans le désert qui sont en position de combat, là, vous les gardez pas longtemps comme ça. Il faut un moment que ça sorte. Voilà. Et c'était un indice comme quoi les Américains allaient passer à l'attaque. Et là, c'était la même chose. Et donc, le président de la République a fait cette tentative. On est revenu avec le sentiment que voilà, c'était imminent. Et ensuite, ils sont passés à l'attaque. Mais il faut bien voir que nous, on considérait, et même les Ukrainiens n'y croyaient pas, parce qu'ils avaient à peu près 120 000 hommes ou 130 000 hommes. Je crois que 120 000 hommes ont été engagés pour attaquer, et pas simultanément, vous voyez, mais c'était quand même une masse de manœuvre. Et cette masse de manœuvre, elle n'était pas cohérente avec le désir, l'objectif de conquérir l'Ukraine à ce moment-là. Vous vous souvenez peut-être que la Tchécoslovaquie a été envahie en août 1968. La Tchécoslovaquie, c'est une surface 5 fois inférieure à celle de l'Ukraine. Et à l'époque, il y avait entre 300 et 500 000 hommes du pacte de Varsovie qui sont intervenus. Et donc ensuite, il y a eu ça. Et puis, on a bien vu la veille, à un moment, le porte-parole de Vladimir Poutine a pris la parole. Donc c'était... Et tous mes collaborateurs, on était tous en alerte. Et puis, effectivement, comme je le raconte, moi, je ne dors pas beaucoup, mais je dors profondément. Et j'avais une collaboratrice, une conseillère qui cherchait à me joindre, parce qu'on avait un système de veille. Et donc je dormais. Et donc un gendarme, ça m'est jamais arrivé. Je croyais rêver. Je me suis dit, bon, j'ai une contravention. Qu'est-ce que j'ai fait? Et un gendarme me secoue en me disant, Monsieur l'ambassadeur, c'est la guerre. Voilà. Donc après, on se met devant l'ordinateur, devant la machine, on regardait la messagerie, j'avais mis les chaînes d'information continue russes, vous voyez, puis on s'est tout de suite réunis et on avait le sentiment, un sentiment d'extrême gravité. Et je me souviens avoir dit à mes collaborateurs, vous voyez, on a travaillé longtemps sur la guerre comme hypothèse. Comme hypothèse d'école, puis ensuite comme scénario possible, et maintenant c'est une réalité. Vous savez, pour les diplomates, je ne sais pas si le moment est venu de faire une digression sur le métier, mais moi j'ai lu, quand j'étais étudiant, Raymond Aron, Paix et guerre entre les nations. Vous voyez, et il y a les deux figures des relations internationales qui sont le soldat, le militaire et le diplomate. Vous voyez, et nous, on est là pour faire en sorte que le militaire ne travaille pas. Et puis là, vous vous retrouvez dans une situation, et c'est pour ça que finalement j'ai été heureux dans ce poste, bizarrement. J'ai passé vraiment quelques années de bonheur, parce que c'est la diplomatie à l'état pur. Vous voyez, vous êtes confronté à une situation extrême. Comment arrêter la guerre, comment
comment essayer de faire triompher la raison. Et pardon de cette digression, mais je crois que c'est important. Vous savez, il faut bien comprendre, et j'essaie de l'expliquer dans le livre, les relations internationales, c'est pas de la rationalité au départ. Hein. C'est une vision que l'on a de son pays, de son destin. On doit avoir une politique étrangère conforme à ce que nous sommes, et c'est en particulier vrai pour la France, parce que, vous savez, la France, comme disait Lavis, la France que la nature a faite belle et que l'histoire a faite grande. Quand on était, voilà, on n'est pas de la même génération, c'était une génération bien avant nous qui avait ça dans ses livres d'histoire. Mais donc on a tous cette vision, le message universaliste de la France. On est là pour faire le bien partout. On s'intéresse aux crises. On est membre permanent du Conseil de sécurité. Tout ça, c'est de la passion, c'est de l'émotion, c'est de l'affect, c'est de la violence aussi. Et le diplomate, il est là pour faire rentrer tous ces sentiments dans des boîtes. Dans des boîtes de rationalité, dans des boîtes d'intérêt, dans des boîtes de négociation. Vous savez, c'est un processus un peu, je ne sais pas si c'est chimique ou psychologique, mais c'est comme ça que je l'ai vécu. Moi, je suis imprégné de la grandeur de la France, et je suis fier des diplomates français, j'étais fier de mon équipe, mais voilà, à un moment, il faut aussi regarder. Il m'est arrivé à un moment de dire à des collègues ou même à un ministre, quand on ne nous écoutait pas, alors un de mes collègues ambassadeurs disait « mais je ne comprends pas », parce que moi je m'occupais beaucoup d'Europe, de diplomatie européenne. Il me disait, mais ils sont ridicules, c'était à l'époque de la guerre d'Irak, ils sont ridicules, les autres, ils ne comprennent absolument rien au Moyen-Orient, alors que la France, c'est vraiment, on est là, ça fait des années qu'on connaît ça. Je lui dis, mais peut-être le problème n'est pas là. Le problème, c'est que quand tu traites de l'Europe, tu n'es pas seul. C'est un peu gênant les autres, mais c'est comme ça. Voilà. Il y a d'ailleurs un livre d'un de mes collègues amis, Maurice Gourdon-Montagne, qui a dit « Les autres ne fonctionnent pas comme vous ouais, ». Et c'est vrai. Et donc, vous êtes obligé de faire avec les 26 autres. Ouais, et à un moment de... Voilà... on n'a jamais l'idéal que l'on voudrait. Certains disent qu'est-ce qu'on serait mieux si on était seul, sans les autres et tout. Sauf que de nos jours, et j'en suis absolument convaincu, notre force, elle vient de notre capacité à entraîner les autres par nos idées, par nos moyens. Et on le voit bien quand on est en train de discuter de la coalition des volontaires. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui face aux Américains, face aux Russes. La France est un grand pays, mais elle n'a pas, et c'est pas une vision négative ou défaitiste, mais aujourd'hui notre force, elle vient du fait qu'on est écouté et qu'on est capable d'avoir des idées et de faire en sorte que les autres nous suivent. Et alors vous devenez, après la guerre change quand même beaucoup de choses, pour votre poste, hein, vous devenez un ambassadeur entre guillemets radioactif, c'est l'expression que vous utilisez dans le livre, avec vos missions qui sont évidemment bien plus compliquées. Et puis ce que je disais dans le préambule, des expulsions de diplomates de part et d'autre qui vont aussi compliquer votre tâche. Hein. Oui, alors effectivement, d'abord, on a été déclaré officiellement État inamicaux. Alors, c'était une catégorie qui n'existait pas dans les relations internationales. Mais donc, tous les pays européens, les pays occidentaux étaient États inamicaux. Donc, on avait un certain nombre de contraintes. On ne pouvait plus employer tel ou tel employé, tel ou tel personnel russe. Puis, on avait des relations plus distendues avec les autorités russes. Voilà. Donc ça, c'était une première chose. Et puis ensuite bien sûr, d'un point de vue au tout début de la guerre, j'ai vu comment certains amis soit ont disparu, ils ne sont pas morts, mais ils sont partis à l'étranger, ils se sont évaporés, soit d'autres avaient plus de difficultés à venir à l'ambassade. C'est là où j'ai dit que j'étais radioactif, parce qu'à l'entrée de l'ambassade, il y avait des policiers qui vérifiaient l'identité des gens qui rentraient. Là, vous pouvez rien dire, parce qu'ils vous disent, mais c'est pour votre sécurité, pour vous protéger. Voilà. Et puis ensuite, il y a eu effectivement cet épisode, et que j'avoue n'avoir jamais vécu en plus de 40 ans de carrière, les expulsions. Alors, je vais vous expliquer ce qu'on appelle les PNG, les persona non grata, c'est-à-dire un État peut à tout moment
sans forcément d'ailleurs motiver sa décision, décidé d'expulser un diplomate. Il se trouve qu'en fait, il y a eu un très grand mouvement d'expulsion de Russes, j'hésite à dire des diplomates, parce que c'était des gens qui avaient une autre activité sous statut diplomatique. Et nous, on en a expulsé une quarantaine, dont 6 qui venaient de se faire prendre la main dans le sac par la DGSI. Il y a eu au total, dans les pays occidentaux, en quelques mois, 600 ou 680 expulsions. Et il n'y avait pas de précédent de cette ampleur depuis la fin de la guerre froide. Il y a eu l'affaire Farewell, vous vous en souvenez, d'espionnage, un truc important. Mais donc les Russes ont répliqué. Et nous avions laissé 15 jours, ce qui était bien, aux Russes pour partir, parce que parfois, on vous laisse 2 jours pour partir. Hein, donc vous n'imaginez pas ce que c'est pour les gens. Nous, on leur laissait 15 jours, ils nous ont laissé 15 jours. Et puis, chaque ambassadeur était appelé successivement au ministère des Affaires étrangères. Moi, ils nous faisaient un peu mariner. Hein. Moi, j'ai été appelé parmi les derniers. Et donc, tout le monde était très nerveux à l'ambassade. Et c'est pour ça que ça nous a donné l'occasion aussi de préparer les choses, de préparer le retour des gens. Parce que c'est très traumatisant. Vous savez, vous avez des enfants, vous ne savez pas si vous allez être sur la liste ou pas. Et donc, un jour, j'ai été appelé. Et là, on vous demande de venir tout seul, et puis on vous met sous le nez une liste, et puis on lit la liste on égrène, le directeur du protocole égrenait la liste des agents, et je m'empresse de préciser que ce n'est pas l'ambassadeur qui choisit ses collaborateurs qui doivent être expulsés. Je dis ça parce que j'ai vu ça un jour dans un article dans la presse française, ça m'a mis hors de moi, après ils se sont excusés, voilà, parce que bien évidemment. Et donc, ensuite, je suis revenu à l'ambassade et puis j'ai dit, voilà, telle et telle personne doit partir. Et donc, j'ai vu des collaborateurs qui étaient au bord des larmes, parce que c'était leur vie, la Russie, vous y parlez russe. Parce qu'il faut bien voir que les expulsions étaient très bien ciblées. Enfin, tout ça avait été préparé par les services, sans doute, c'est-à-dire des gens qui étaient très compétents. Une partie de la mission militaire a été expulsée, aussi, et 3 colonels que j'avais aussi, à côté du général, 3 lieutenants-colonels. Et puis, le général est resté. Et puis, des gens qui avaient des fonctions importantes aussi dans l'administration de l'ambassade, et leur absence mettait en cause le fonctionnement de l'ambassade. Et donc, j'ai vu des collaborateurs au bord des larmes, j'en ai vu d'autres, moins nombreux, qui étaient soulagés de partir parce que voilà, ils voulaient plus, c'était difficile pour eux. Et puis j'avoue que quand je passais dans les bureaux le matin, où j'avais on était au même étage, les diplomates, je voyais les bureaux vides, c'était vraiment un déchirement pour moi. Alors après, on a négocié avec les Russes des visas pour les nouveaux, mais c'est très difficile. Hein. On continue à le faire. Mais voilà, donc ça c'était un moment très, très fort. Alors j'ai une question aussi sur cette Russie qui tient le coup quand même, qui tient le choc. Quelle est votre analyse là-dessus, notamment par rapport aux sanctions? On se rappelle du ministre de l'économie qui avait dit que la Russie allait être français, que la Russie allait être mise à terre avec les sanctions européennes. Hein. La France en fait partie. Force est de constater que c'est pas le cas, ou en tout cas pas encore le cas. Et puis la façon dont elle résiste aussi sur l'échiquier diplomatique, avec, on s'en souvient, elle avait accueilli un sommet des BRICS à Kazan, il n'y a pas si longtemps que ça, une démonstration de force. Il y a cette relation qui tient aussi avec la Chine. Oui, alors effectivement, il y a d'abord tout un débat sur les sanctions. Est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas? Ce qu'on entend régulièrement. Ce qui est clair, me semble-t-il, c'est que jusqu'à présent, les sanctions n'ont pas réussi. Quand je dis sanctions, aux sanctions européennes, pays du G7 et sanctions américaines, sanctions n'ont pas réussi à infléchir la ligne politique qui est celle de Poutine. D'ailleurs, dans l'histoire, il n'y a pas beaucoup de situations comme celle-là. Peut-être qu'il y a celle de l'Afrique du Sud, vous vous souvenez, il y avait des sanctions quand elle voulait acquérir l'arme nucléaire.
Mais en tous les cas, ça, il faut le reconnaître. Cela étant, les sanctions mordent, c'est-à-dire elles font mal. Il y a eu, par exemple, ils avaient commandé des navires brise-glace. C'est très important pour la route maritime du Nord, vous savez, pour livrer ensuite à la Chine des produits énergétiques et tout le commerce. Et les chantiers de Corée du Sud ont annulé la commande. Vous voyez. Donc maintenant, ils les construisent par eux-mêmes ou ils les font construire par d'autres pays. Même chose dans le domaine de la haute technologie. Les sanctions secondaires aussi affectent beaucoup le commerce bilatéral parce qu'il y a beaucoup de produits qui ne sont pas sous sanctions, mais après, il faut financer le commerce. Alors, si vous ne le financez pas en dollars ou en euros, après, c'est plus compliqué quand même, parce que par exemple, la Russie a beaucoup d'encaisses en roupies indiennes, parce que le commerce russo-indien s'est beaucoup développé. Mais bon, qu'est-ce que vous faites des roupies ensuite donc c'est plus compliqué. Et puis aujourd'hui, vous avez vu, il y a eu encore, on en est au 19e paquet européen contre la flotte fantôme, par exemple. Et puis, il y a eu les sanctions américaines qui visent les deux plus gros exportateurs de gaz et de pétrole, Rosneft et Lukoil. Donc tout ça quand même fait mal. Hein. On a bien vu comment l'évolution du commerce à un moment a diminué avec la Turquie ou avec les pays du Golfe. Mais bon, les Russes sont très ingénieux. Il y a des contournements de sanctions. Voilà, c'est compliqué. Mais ce que je crois, c'est qu'ils commencent à introduire du calcul dans ces positions. J'expliquais tout à l'heure que Vladimir Poutine avait une vision au départ, une vision historique. Simplement, il doit penser, sans doute comme le général de Gaulle à l'époque, l'intendance suivra. Vous savez, et que les paramètres économiques, finalement, sont secondaires. Et que les gens mangeront du bortsch, finalement, si la situation économique se dégrade. Mais je pense qu'à un moment, mais là aussi c'est une intuition personnelle, hein, je pense qu'à un moment il introduit du calcul dans sa position. Il sait très bien que faire la guerre, ça coûte très très cher. Maintenant, c'est un effort de défense de l'ordre de 140 milliards d'euros. Ils sont à 8,7%, et encore, je pense que c'est sous-estimé, du PIB en défense et sécurité. Ils sont à plus de 40% du budget fédéral est absorbé par les dépenses de défense. Vous voyez, c'est énorme. Et puis il y a des primes d'engagement et de décès qui sont sans commune mesure avec les revenus. Le salaire moyen, je crois que c'est de l'ordre de 400-500 euros. Et vous avez des primes d'engagement dans certaines régions de l'ordre de 30 000 euros. Et donc, vous ne pouvez pas tenir ça très longtemps. Oui. Donc je pense qu'il doit se dire comment trouver un terrain d'atterrissage. Mais c'est là où il y a une difficulté qui était sans doute pas entrevue au début. C'est difficile d'atterrir, en fait. C'est difficile de revenir à une situation apaisée parce que l'économie est en surchauffe avec beaucoup de déséquilibres et la croissance cette année sera bien inférieure à celle de l'année précédente. Mais vous vous apercevez qu'il y a beaucoup de franges de la société qui ont intérêt à la poursuite de la guerre. Il y a des prisonniers, des criminels qui sortent de prison, qui sont amnistiés parce qu'ils s'engagent, avec, vous imaginez, tous les problèmes au retour dans la société, de violence et autres. Vous avez donc des gens qui gagnent beaucoup plus d'argent en s'engageant, quitte à mourir, mais en tous les cas, ils laissent à leur famille un pécule. Il y a des avantages pour les anciens combattants. Et puis, vous avez des hommes d'affaires, que ce soit des gros oligarques ou des gens plus modestes, qui tirent pleinement profit de la guerre, parce qu'en fait, ils rachètent des entreprises occidentales, européennes, à bas prix. Vous voyez, c'est parce que les entreprises ne peuvent plus sortir, où il y a des procédures en quelque sorte d'expropriation ou de contrôle. Et donc, ils font quand même de très belles opérations. Et il y a beaucoup d'argent en Russie.
moi, j'étais frappé par ça parce que l'argent ne peut plus sortir, il ne peut plus aller sur les marchés européens ou ailleurs. Et donc, ça veut dire que c'est pas évident pour Vladimir Poutine de passer à autre chose. Et puis, moi, je me demandais aussi, parce que toute guerre transforme un pays, et je l'ai vu concernant la Russie, mais que vont devenir, il y a à peu près 1 million de personnes à ce stade qui sont passées par le front. Tous ces gens, ensuite, à un moment, si les hostilités s'arrêtent, ils reviendront dans le pays. Comment est-ce qu'ils seront bien traités? Quelles influences sur la vie politique et sociale? Moi, j'ai toujours en tête l'exemple de la France en 1919, où il y a eu beaucoup d'anciens combattants et qui ensuite ont eu une influence très forte sur la vie politique entre 1919 et 1939. Certains étaient pacifistes, beaucoup étaient pacifistes, d'autres se sont plutôt rangés du côté de l'extrême droite. Enfin, il y avait des mouvements qui avaient une réelle audience, hein, comme les réelle influence, comme les Croix de Feu. Vous voyez. Alors, j'ai posé la question parfois à des experts ou des sociologues russes, et ils me disaient, mais ça sera très différent de votre pays, parce que en 14-18, c'était toute la société qui était mobilisée. Il y avait des étudiants qui allaient au front, des gens très évolués. Chez nous, c'est encore des gens plutôt frustres. Ça n'aura pas. Ils retourneront dans leur foyer. Moi, je n'en sais rien, mais je pense que c'est un paramètre à prendre en compte pour essayer de comprendre comment nous retrouverons une Russie qui sera de toute façon pas du tout la même que celle qu'elle était avant 2022. Alors, je vais quand même vous poser une ou deux questions sur la prospective avant de laisser la parole au public, mais quand même une question avant cela, sur encore la guerre. Vous étiez en Russie au moment de la mort d'Alexei Navalny, qui était l'opposant numéro 1 de Vladimir Poutine. Pendant que vous étiez en poste en Russie, les dernières voix libres, ONG libres, qui ont été mises à bas, je pense à Mémorial, au fond Sakharov. Qu'est-ce qui reste des voix libres en Russie aujourd'hui? Plus grand-chose, hein, parce qu'il y a une répression qui est très rigoureuse, hein, très dure. Il y a des organisations historiques de défense des droits de l'homme comme Mémorial, qui fait simplement un travail sur les crimes staliniens au départ, hein, avec beaucoup de courage, donc, avec par exemple le prix Nobel de la paix Muratov, et des historiens qui ont été emprisonnés. Il y avait le comité Sakharov, le comité Helsinki. Vous voyez, c'est très touchant, hein, et ces gens, je les voyais. Vous savez, nombre de ces opposants ont été échangés le 1er août 2024 contre des comme Vladimir Karamurza, comme Oleg Orlov aussi, qui est quelqu'un qui a un courage aussi, parce que c'est des gens qu'on suivait, on allait à leur procès, vous voyez, pour les soutenir. À qui on a proposé de s'engager d'ailleurs. Oui, effectivement, Oleg Orlov, c'est un personnage de Mémorial qui a vraiment beaucoup de courage, qui a 73 ans. Et alors, j'étais à son procès final, hein, donc on était là autour de lui. Il est sorti du tribunal, il y avait une haie de ses partisans et une haie d'ambassadeurs et de diplomates. Et puis, il y avait la police qui était là. Et quand il est arrivé en prison, il y a un fonctionnaire qui lui a dit, il lui a tendu un papier, est-ce que vous voulez vous engager je pense par réflexe bureaucratique. C'était pas, je sais pas, il se moquait peut-être de lui, mais le type lui a dit, écoutez, j'ai 73 ans, tout ça, et elle absolument. Mais vous voyez, c'est terrible, hein. Et Oleg Orlov maintenant faisait partie de ceux qui ont été échangés contre des espions, des vrais espions. Et donc petit à petit, on a vu comment tout ça était. Navalny était très connu, mais il ne représentait pas à ce stade une alternative, je crois, crédible pour beaucoup de Russes. Mais j'ai été frappé quand je suis allé à son enterrement. Il y avait beaucoup de monde, et c'était pas des bobos moscovites, vous voyez. Il y avait des gens de toutes origines, il y avait des jeunes, il y avait une vraie émotion. C'était une situation très tendue.
Et puis, il avait un fonds FBK de lutte contre la corruption. Il avait fait ce fameux film sur le palais de Poutine, qui était très bien fait, qui a été vu, je crois, 100 de millions de fois sur Internet, dans lequel il montrait là, ce luxe absolument inouï. Puis il est mort, on ne le saura jamais, parce que là aussi, j'explique que le système a une capacité extraordinaire d'étouffoir. Vous voyez, c'est-à-dire les mauvaises nouvelles, on en parle une semaine et puis après c'est fini, parce que d'abord il n'y a pas de presse libre. Et puis aussi, il fut un temps où ils essayaient de convaincre, d'expliquer, de donner une version plausible des faits. Et puis progressivement, j'ai vu comment le problème n'était plus là. Vous vous souvenez, quand Navalny a été empoisonné, on a découvert que son sous-vêtement était contaminé, c'est comme ça, enfin, il a été sauvé par miracle. Hein. Et puis après, progressivement, ils peuvent raconter n'importe quoi. L'idée, c'est plutôt de brouiller les pistes, vous voyez, de créer une espèce de brouillard, même quand Prigogine est mort. Alors il y a eu c'était soi-disant un accident, puis après on a dit, mais il jouait avec des grenades à bord. Vous savez, c'est bien évidemment quand on voyage, comme on dit, c'est le flight entertainment. Vous savez, c'est bien connu. Et puis voilà. Donc vous êtes dans ce système. Il y a eu, par exemple, on a vécu aussi l'attentat du Crocus City Hall, qui était un peu le Bataclan russe. Hein. Je me souviens, je dînais chez des amis, on a su ça. Tout le monde était sur son portable. Qu'est-ce qui se passe? Et puis après, on a arrêté des Caucasiens. Qui ont été sans doute un peu tabassés, on les a vus au tribunal, puis après, c'est fini, on ne sait plus ce qui se passe, c'est pas comme il n'y a pas de commémoration après, c'est très curieux, et ils nous disaient, mais ils repartaient vers l'Ukraine, alors qu'on regardait, oui, il y a la main de l'Ukraine derrière ça, alors que il y avait pas mal d'évidence comme quoi c'était l'État islamique du Khorasan, et ils avaient été prévenus par les Américains d'ailleurs, hein, par les services américains. Ils n'avaient pas dit ça aura lieu à telle heure, dans tel endroit, mais il y avait des indications très nettes qu'il y avait une grosse menace. Je me souviens, j'avais invité une de mes collègues ambassadrices à aller au Bolchoï avec moi, et elle me dit, je peux pas, j'ai reçu des instructions de ma capitale de ne pas sortir. Bon, j'y suis allé seul. Mais ils ont nié exactement comme quand Staline niait, quand il avait de nombreux messages avant le 22 juin 1941, comme quoi les Allemands allaient attaquer. Il y avait le réseau d'espionnage marchait très très bien. Il n'a jamais voulu le croire. Et là, il y a eu vraiment des annonces des Américains, et ils disaient, oui, c'est la main de l'Ukraine qui est derrière tout ça. Et même si c'est l'État du Khorasan, peut-être ont-ils été manipulés par les Ukrainiens. Donc le système, vous êtes dans un système dans lequel, finalement, à un certain moment, et c'est là où c'est pénible, c'est très dur intellectuellement, vous vous apercevez que la vérité ou la réalité est une option parmi d'autres. Vous voyez, vous vous demandez, mais finalement, où suis-je ? Alors on arrive au terme de l'échange. Je voudrais quand même évidemment vous faire réagir sur l'actualité. On a entendu parler hier de cet accord. On croyait qu'ils étaient fâchés, Trump et Poutine. Il y avait des sanctions qu'on nous annonçait depuis longtemps qui avaient fini par tomber. Et on apprend hier apparemment la négociation d'un accord secret sur l'Ukraine, sans l'Ukraine et sans les Européens. Vous le lisez comment avec votre expérience diplomatique ? On a bien vu comment, depuis le 12 février, qui était la date du premier coup de téléphone officiel entre les deux présidents, il y en a sans doute eu beaucoup avant, les choses ont évolué dans un sens plutôt défavorable à l'Ukraine. Hein. Vous vous souvenez de la scène humiliante dans le bureau ovale, hein. Bien sûr, il y a eu aussi, c'est moins spectaculaire, mais c'est très marquant pour un diplomate, le vote ensemble des États-Unis et de la Russie aux Nations Unies, le 24 février 2025, vous savez, à la date anniversaire de la guerre, du début de la guerre. Et la France, d'ailleurs, s'était beaucoup employée à introduire des amendements pour faire en sorte que le langage habituel qualifiant la Russie d'agresseur et d'agressé soit repris, alors que le texte américain, c'était il y a un conflit entre l'Ukraine et la Russie, et nous appelons à ce qu'il soit mis un terme. Enfin, tout ça était, je trouve, très, très, très choquant. Et puis ensuite, il y a eu des hauts et des bas, comment dirais-je, des coups de cœur du président Trump pour Poutine,
et des coups de sang qui étaient beaucoup plus rares. Hein. Bon. Et à chaque fois, on a bien vu comment les Russes, finalement, essayaient de le ménager, vous voyez, de le flatter. Vous avez vu ces réunions de Vitkov à Moscou, l'envoyé spécial, de le flatter, par exemple, pour ne citer qu'un seul exemple. Le 2 octobre, Vladimir Poutine a parlé devant le club Valda. Il fait chaque année un très grand discours qui dure plusieurs heures. Et il disait président Trump est un interlocuteur confortable qui sait nous écouter. Vous voyez, à un moment, Trump, quand il y a eu un bombardement, s'était un peu énervé en juin. Et le porte-parole du Kremlin a dit j'attribue ça à une surcharge émotionnelle. Voilà, c'est extraordinaire le langage. Vous voyez, et donc ensuite, il y a eu ces sanctions que j'évoquais, mais ça ne me surprend pas. D'abord parce que pour les Russes, in fine, et ça c'est quelque chose qu'on me disait depuis très longtemps, dès 2020, la crise se terminera par un accord entre Washington et Moscou. Vous voyez, c'est une façon de recréer le duopole de la grande époque soviétique. Pour eux, c'est d'abord une question statutaire. On règle ça entre grandes puissances. Bon. Donc sans les Européens. Première chose. Et puis deuxièmement, moi je cite souvent cette expression quand je suis interrogé, et je pense qu'il y a une différence entre fichez-moi la paix et je veux faire la paix. C'est-à-dire pour le président Trump, il veut en quelque sorte se débarrasser de ce qu'il considère à tort comme une crise qui ne concerne pas les États-Unis. Et donc, pas forcément avoir un règlement de paix, mais voilà, on a l'impression qu'il voit deux enfants qui se chamaillent dans la cour de récréation. Maintenant, on arrête, c'est fini. Et ils ont malheureusement des leviers importants pour jouer en ce sens. Je dis à tort parce que je suis convaincu, j'ai écrit sur le sujet, qu'une défaite de l'Ukraine, en tous les cas une victoire de la Russie, c'est une défaite des États-Unis. Parce que il faut bien voir que les Chinois suivent très attentivement le déroulement de la crise, regardent pour comprendre notre réaction dans l'hypothèse d'un conflit en Asie de l'Est, autour de Taïwan, et voient bien comment les États-Unis peuvent réagir. Ça, on peut même considérer que dans une certaine mesure, je ne veux pas trop vous inquiéter, mais c'est un peu ce conflit est la bande-annonce d'un conflit plus vaste qui aurait lieu en Asie de l'Est. Donc c'est une erreur de considérer que c'est une crise, une crise européenne qui concerne les Européens, parce que il faut être lucide sur le jeu des Russes. Bien sûr, ils jouent habilement. Même si parfois ils sont un peu à la limite peut-être de perdre Trump, et ils se rendent peut-être compte, mais ils jouent habilement, parce qu'il n'a pas bougé d'un iota depuis janvier, à tel point que je me demande si le script de la sortie de crise n'est pas déjà écrit d'avance entre Washington et Moscou. Il n'y a pas eu de négociation, il faut le savoir. Hein. Bon. Et donc, il y a une profonde, il joue beaucoup avec Trump, mais il y a une profonde défiance russe vis-à-vis d'abord de quelqu'un qui est considéré comme imprévisible, et puis deuxièmement vis-à-vis des États-Unis. Tout l'agenda russe que j'ai vu se dérouler devant moi, se mettre en action, est un agenda anti-hégémonie américaine. Au sommet des BRICS que vous évoquiez tout à l'heure, le sommet de Kazan en octobre 2024, leur idée c'est de dédollariser l'économie mondiale, c'est-à-dire de faire en sorte que l'utilisation du dollar soit remplacée par des devises chinoises ou d'autres monnaies. Ils sont en train de créer des banques de développement alternatives, des systèmes de paiement alternatifs aux systèmes occidentaux, au système SWIFT, vous voyez, avec plus ou moins de succès, hein, des systèmes d'échange, de compensation entre eux. Donc il y a tout cet agenda. Pour eux, c'est l'empire du mensonge, pour reprendre l'expression de Lavrov, les États-Unis, vous voyez, qui contrôlent l'OTAN, qui contrôlent l'Union européenne, et donc ils cherchent aussi à détruire ou à affaiblir la relation transatlantique. On voit bien les débats qui peuvent exister actuellement sur la pérennité de l'OTAN. Donc, ce qui se passe là avec cette annonce de plan en 28 points que je n'ai pas vu, mais j'ai vu quelques commentaires, ça paraît très inquiétant parce que ça me semble reprendre beaucoup des positions russes.
sur les Russes ont déjà beaucoup gagné sans même négocier, puisque Donald Trump leur a dit l'Ukraine ne sera pas membre de l'OTAN. Il aurait pu, c'est un sujet compliqué, savoir mais il aurait pu lâcher ça dans le cours d'une négociation. Même chose sur la normalisation avec les États-Unis, ça peut être un levier pour faire bouger les Russes. C'est utilisé comme ça. Donc aujourd'hui, quand je vois certaines informations sur le plafonnement de l'armée ukrainienne, l'interdiction d'avoir des armes de longue portée ou d'autres éléments comme ça, je me dis que c'est exactement les thèses russes, alors que précisément, il faudrait bien sûr arriver à un accord de paix ou à un accord de cessez-le-feu, mais qui n'est pas contradictoire, au contraire, qui est parfaitement cohérent avec l'idée de donner des garanties de sécurité à l'Ukraine. La première de ces garanties de sécurité étant d'avoir une armée ukrainienne forte, parce que l'armée ukrainienne, même dans certains domaines, nous donne des leçons aujourd'hui en matière, par exemple, d'utilisation des drones. Ils ont une résistance absolument remarquable. Au moins que ça soit, qu'ils ne soient pas dans l'OTAN, bon, c'est compliqué, on peut comprendre, mais qu'ils ne soient pas, on peut leur laisser aussi la perspective. Tout ça est un débat qui va se poursuivre. Mais en tous les cas, faire en sorte que sur place, ils aient tous les éléments pour dissuader la Russie de recommencer ou de continuer, ça me paraît vraiment le minimum. Donc là, on est dans une situation de très grande incertitude et même en quelque sorte d'angoisse, parce que ça pose aussi la question des Européens. Et les Européens, c'est pas uniquement être à la table. Vous savez, Cabri, c'est fini, on saute pas sur son siège. Et donc, c'est de dire, voilà, nous, on est là en appui aux efforts américains, on est responsable, on s'est délivré, comme on dit en mauvais français diplomatique. D'où l'idée de coalition des volontaires, de montrer ce qu'on sait faire. Et le président Zelensky était à Paris là, dernièrement. Vous avez vu la lettre d'intention pour l'achat de Rafale, la livraison d'armement, la vente de locomotives. Donc tout ça est très très inquiétant, parce que soit ça n'aboutit pas, et puis même qu'est-ce qui va se passer pour Zelensky, parce que tout ça manifestement est fait sur son dos. Poutine, de son côté, il a les mains totalement libres. À tout moment, il peut déclarer la victoire. Il peut dire on a repoussé l'OTAN. La propagande est telle qu'on le croira. Il n'y aura pas une Douma, un parlement qui le mettra en minorité. Il n'y a pas de presse libre qui dira mais ce n'est pas du tout la réalité. Voilà. Alors que Zelensky, si à un moment est obligé de conclure le fusil sur la tempe, il peut sauter. Il peut être mis en minorité, il peut y avoir une autre orientation politique à Kiev, et même chose aussi dans nos pays qui sont démocratiques. Il peut y avoir un débat au Parlement, jusqu'où faut-il aller? Est-ce qu'il ne faut pas être réaliste? Est-ce que le moment n'est pas venu d'arrêter? Il y a des gens aussi chez nous qui disent ça, c'est pas notre guerre, voilà. Bon. Tout ça, ça fait partie du débat démocratique. Donc j'avoue que les toutes dernières nouvelles que je découvrais dans le train me menant vers Nantes tout à l'heure sont inquiétantes. Mais je ne crois pas que nous soyons à la fin de l'histoire. Et alors pour conclure, je citerai peut-être, en tout cas avant de laisser la parole au public, une phrase que vous citez de Timothy Snyder: un pays ne devient meilleur qu'en perdant sa dernière guerre coloniale. Oui, je crois que ce que nous voyons là, c'est aussi une maladie des anciens empires. Oui. Parce que quand je dis anciens empires, je pense au Royaume-Uni, je pense à la Turquie, l'Empire ottoman, je pense aussi à la France. Parce que, regardez, aujourd'hui on a des relations compliquées parfois avec l'Afrique, encore plus compliquées avec l'Algérie. Il y a toujours, parce qu'il y a aussi une manipulation de l'histoire qui peut exister. Et je crois que le bon remède, c'est justement de relire son histoire en relisant les pages les plus glorieuses, mais aussi les pages les plus sombres. Et la Russie n'est pas capable de le faire pour un certain nombre de raisons que j'ai exposées. Et c'est un peu fort de café quand vous les voyez déployer leur propagande en disant aujourd'hui c'est un conflit dans le monde contre le colonialisme. D'ailleurs, ils nous attaquaient beaucoup quand il y avait des troubles en Outre-mer.
en Nouvelle-Calédonie ou ailleurs, ou ce que nous faisions en Afrique, parce qu'ils ont remplacé leur narratif sur la dénazification qui ne parle pas tellement, il faut le reconnaître, aux pays du tiers-monde, par un narratif sur la lutte contre la colonisation. Et c'est un peu fort de café quand on connaît aussi l'histoire russe et la manière dont l'Empire s'est constitué. Voilà. Et donc, je vous remercie, je ne sais pas si c'est le moment de... Voilà, je vous remercie vraiment de votre attention. C'est nous qui vous remercions. Et je suis prêt à répondre à vos questions. On va vous remercier. Oui, bonjour, merci Monsieur l'Ambassadeur. C'était passionnant ce que vous nous avez dit. Je vais vous poser deux questions qui n'ont pas forcément un rapport entre elles. Pendant que vous étiez en poste, est-ce que vous aviez confirmation, par un biais ou par un autre, du nombre de morts de l'armée russe, dont certaines sources ont dit qu'il y a à peu près 1000 morts par jour? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça vous paraît crédible ou pas? La deuxième question, on a dit aussi que le jour où Poutine disparaîtrait, ce serait un vrai bazar autour de lui et qu'on ne sait pas trop ce qui se passera. A priori, ça voudrait dire qu'il y a des rivalités entre des cools et puis des beaucoup plus durs. Mais quand on voit des réactions style Medvedev, on peut se poser quand même des questions sur la suite. Voilà. Je réponds, on prend quelques questions, oui, non? D'accord, on va faire comme ça, monsieur. Bonjour, merci de cet exposé brillant. Que pensez-vous des déclarations de notre chef d'état-major en ce moment? On va prendre encore une dernière question. Monsieur, dame. Non? Bah écoutez, monsieur. Oui, et sinon, le niveau de vie de la population russe a-t-il stagné ou comment est-il maintenant depuis le début de la guerre? Très bien, moi, j'ai 3 bonnes questions là. Mon assiette est pleine. Alors, pour répondre à la première, il n'y a pas de chiffres. Il y a eu des chiffres officiels en septembre 2022, mais qui étaient vraiment 4700 morts. Enfin, tout ça était. Et depuis, à ma connaissance, il n'y a pas de chiffre officiel. Les évaluations, on comparait nos chiffres entre nous, entre ambassades. Un chiffre qui me paraît vraisemblable, c'est environ 700 000 morts et blessés, de gens qui ne retournent pas au combat, ce qui est considérable. Hein. Ce qui est considérable. L'Afghanistan, c'était 15 000 morts en 10 ans. Hein. Voilà. Et donc, le chiffre il y a à peu près, il y a eu des pics de 30 000 morts par mois. Donc c'est effectivement à peu près les ordres de grandeur que vous... et il y avait à peu près 30 000 recrutements par mois. Mais c'est pas... Les gens recrutés ne vont pas tout de suite parce qu'il faut les former, il y a de la perte. Mais donc actuellement, selon certains chiffres que j'ai vus, ça baisse un peu, autour de 25 000. Ou ça dépend des situations. Mais enfin, c'est de toute façon considérable. Disparition de Vladimir Poutine, vous savez, moi je suis très modeste, très humble dans mes analyses, parce que j'écoute parfois avec étonnement les commentaires sur les chaînes d'information de gens qui disent voilà ce qui va se passer. Le Kremlin est une boîte noire et on peut tout à fait imaginer une révolution de palais, ce qui n'est pas du tout à l'ordre du jour. Je pense qu'il peut y avoir des débats entre eux, mais on ne les voit pas. Et de toute façon, je pense que le poutinisme peut exister sans Poutine. C'est-à-dire, je ne crois pas à une alternative démocratique au sens occidental du terme, mais s'il y avait des changements, il me semble que ça serait plutôt des changements positifs, si j'ose dire. Ça serait plutôt une formule du type technocrate, nationaliste ou technocrate patriote qui remettrait les débats sur des
lignes un peu plus, peut-être un peu plus rationnelles. Mais moi, je ne crois pas. Il y a aussi une autre question qui entre en ligne de compte quand on parle de tout ça, c'est l'éclatement de la Russie. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut faire très attention parce que ça peut être comme à l'époque de l'Union soviétique. Moi, j'avoue que j'ai du mal à y croire. Mais il est vrai que de la même manière qu'une Russie forte peut être dangereuse, une Russie faible, avec des désordres, peut être dangereuse aussi, peut-être même plus encore que dans l'autre situation. Donc voilà, je ne sais pas si cette réponse est satisfaisante, mais en tous les cas, c'est pas, je crois, maintenant une question à l'ordre du jour. Le pouvoir a le sentiment d'être sur une ligne de victoire, et vous voyez les sondages. Alors bien sûr, on peut critiquer les sondages, il y a des biais. Si on vous interroge dans la rue pour savoir si vous êtes d'accord avec la politique du gouvernement, vous savez, bon. Mais il y a des méthodes et il y a des instituts quand même plus sérieux, comme l'Evada. Et il y a eu un sondage, je crois, au mois d'octobre, et 69% des gens considéraient que le pays va dans la bonne direction. Ouais. Mais je crois que, je le dis dans le livre, je crois qu'à la louche, vous avez 15% de gens qui sont vraiment contre la guerre, 15% qui sont vraiment pour, vraiment des nationalistes durs, et puis le reste de la population suivra les choix du chef. Hein. Alors, les déclarations du CEMA, moi, je crois qu'elles ont la vertu de mettre le pays sous tension et de montrer qu'il y a un effort de défense, l'esprit de défense aussi, et que ce que l'on croyait totalement improbable il y a quelques années l'est aujourd'hui. Moi, je ne crois pas à une action militaire contre l'OTAN en tant que telle. Il peut y avoir des manières de tester la solidité de l'alliance, par exemple envers les pays baltes, mais d'abord, ils ont suffisamment à faire avec ce qui se passe en Ukraine, c'est quand même compliqué. Ensuite, on a vraiment fait attention des deux côtés, et ça je l'ai vu, j'ai plein d'exemples en tête, à bien gérer ce qu'on appelle la déconfliction, c'est-à-dire éviter une confrontation. Il y a eu des accidents ou des provocations, vous savez, ces avions qui se frôlent, il y a eu des incidents à la mer aussi. On a à chaque fois fait très attention à éviter cela. Il y a eu, par exemple, je me souviens, il y avait des tirs, un essai de Minuteman, vous savez, c'est les missiles balistiques, missiles intercontinentaux américains, ils font ça régulièrement. Au début, en 2022, à un moment, ils ont préféré l'annuler, prévenir les Russes pour qu'il n'y ait pas le moins de malentendus. Vous voyez, donc on fait quand même très, 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 très attention. Et donc, ça a une vertu mobilisatrice pour nous, mais malheureusement, les Russes je pense qu'ils ont besoin de temps pour se refaire des muscles. Entre-temps, il y a d'autres moyens de nous affaiblir que d'envoyer les chars vers l'ouest de l'Europe, en particulier à travers les actions hybrides. Vous l'avez bien vu, il y a plein de choses. Les actions cyber, les vols de drones, tout ça crée de l'inquiétude, et l'idée c'est de jouer sur cette inquiétude pour influer sur les choix, et en particulier les choix électoraux de la population. Vous savez, il y a des votes, dont en France en 2027, quand ils parlent aussi des armes nouvelles, Poséidon ou d'autres missiles. Donc c'est une manière de créer de la tension dans nos sociétés, et donc je crois que les propos du chef d'état-major doivent être pris pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire une invitation à un gros effort de défense, à une mobilisation des esprits. Vous avez vu le nombre de gens qui se présentent pour être dans la réserve maintenant, j'ai vu, c'est tout ça, et c'est bien. Troisième question sur le niveau de vie de la population. En fait, on s'est aperçu que le pouvoir d'achat a augmenté de manière considérable au cours de ces dernières années, en tous les cas pour certaines franges de la population, parce que précisément on est en économie de guerre. Ils avaient un chômage de l'ordre de 2,8%, ce qui est rien, vous voyez, ce qui est très très. Donc vous aviez une très forte augmentation des salaires réels, et puis une inflation aussi, une inflation importante à tel point que la Banque centrale avait fortement augmenté le taux directeur à 21%. Là, il a été diminué, je crois, aux alentours de 17%.
Mais et c'est pour ça que le niveau de vie de la population a augmenté. Mais en même temps, ça peut changer très vite, hein, parce qu'il y a dans certaines régions le niveau des primes d'engagement déjà diminue. Et puis la vie coûte vraiment très cher, hein, quand Vladimir Poutine fait ses conférences. Vous savez, il répond à la population à la fin de l'année régulièrement. Alors il y a toujours des gens qui posent des questions sur le prix des œufs. Et donc, mais bon, je crois pas que c'est pas ça qui aura beaucoup d'influence, je crois, sur le cours des choses. Oui, bonjour. J'ai une question effectivement concernant Poutine. Est-ce que sa force, elle n'est pas liée justement à la faiblesse des Occidentaux ? Trump, effectivement, enfin, je ne veux pas dire qu'il est faible, mais en tout cas, c'est pas son problème. Biden, c'était la même chose. Enfin, il s'occupait pas du dossier Russie-Ukraine. Les Européens sont plutôt faibles, même si effectivement Macron essaie de faire quelque chose, mais dans les faits, ça bouge pas beaucoup. Donc, est-ce que cette force de Poutine, elle n'est pas liée à ça, justement ? Oui, bonjour. Au sujet de l'information qui circule en Russie, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de jeunes qui sont connectés via des réseaux sociaux et aussi connectés probablement avec des Ukrainiens. Vous l'avez dit, les familles sont liées. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il pourrait y avoir, alors je vais dire un espoir, en venant de la jeunesse et en venant de ces gens qui ont été un peu sacrifiés au front et qui pourraient, alors peut-être révolution, c'est sûrement un mot trop fort, mais un jour dire ça suffit, nous on veut rejoindre d'autres jeunes et avoir une vie différente. Alors, pour répondre à la première question, vous avez tout à fait raison. Quand vous regardez comment les choses se sont passées, différentes crises, j'évoquais la Géorgie, j'évoquais bien sûr l'Ukraine, ils savent très bien jouer de nos faiblesses. Ils considèrent que l'Occident, les Européens sont velléitaires, sont attirés par le gain et qu'une fois la crise passée, ils reviendront parce que la Russie a plein de ressources. Ils considèrent aussi que voilà, nous sommes dans des sociétés décadentes. Hein, il y a tout un discours, vous savez, sur les valeurs traditionnelles. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que le Russe de base achète tout ça, hein, parce que. Mais bon, et donc très clairement, il y a une capacité à jouer de nos faiblesses qui fait la force russe, hein, d'où l'importance d'être constant. Il était sans doute persuadé que les Européens se diviseraient, seraient incapables d'adopter des sanctions. Et là, il pense aussi que de toute façon, il faut nous exclure du jeu. Il commence à développer un discours un peu plus dur vis-à-vis de l'Europe, un peu moins méprisant, parce que l'Europe maintenant s'intéresse de plus en plus à une dimension militaire de plus en plus grande. Vous avez vu là tous les mécanismes qu'on met en place pour l'achat d'armement ou autre. Il y a eu des progrès considérables en quelques années. Donc, mais c'est clair. Et c'est pour ça que nous, on doit avant tout être capable d'être en bonne cohésion, d'être rigoureux, d'avoir un effort qui soit soutenu. Et je ne crois pas que, c'est un autre débat, mais je ne crois pas que la démocratie soit une faiblesse par rapport au régime autoritaire. C'est la tentation qui consiste à dire, lui, il est là pour longtemps. Je ne crois pas. Mais en tous les cas, dans son mode de fonctionnement, c'est parfaitement clair. Alors ensuite, madame, concernant les réseaux sociaux, ils existent encore, hein. C'est assez le réseau Telegram. Vous avez aussi des chaînes de télévision libres qui sont comme la chaîne Doge, enfin la chaîne Pluie, Rain, qui émettent de l'extérieur. Mais il faut bien voir deux choses. D'abord, les grandes villes, le pouvoir cherche à protéger les grandes villes et certaines catégories sociales comme les étudiants. C'est-à-dire, vous êtes à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, vous ne sentez pas la guerre. Vous avez des affiches de recrutement, vous avez des expositions à la gloire,
de l'armée russe et de l'armée soviétique. Voilà, ils sont très friands de toute l'histoire. Mais vous ne voyez pas, la vie continue avec toutes les apparences de la normalité. Et puis les étudiants aussi sont protégés. Hein, c'est les populations pauvres, les bourriates, les populations d'Asie qui sont mobilisées, qui signent des contrats. Et puis il ne faut pas croire que parce qu'on est jeune, on est forcément contre Poutine. Hein. Je dirais, quand vous voyez des sondages, quand vous discutez même avec des gens, il y a une telle propagande, il y a une telle aussi dans les écoles. Hein, il y a aussi des mouvements de jeunesse comme Young Armia. Vous savez, c'est des jeunes. Moi, quand je vois dans un pays des jeunes en uniforme, ça me met jamais très bien à l'aise. Mais vous avez, c'est des mouvements de jeunesse avec, je crois, plus d'1 million de participants. Donc, et même la diaspora russe, vous savez, on croit à tort que la diaspora russe, elle est plutôt dans l'opposition. Il y a très peu d'études là-dessus, mais je ne le crois pas. Hein. Il y a les quelques travaux que j'ai pu lire montrent que très souvent les gens sont là depuis longtemps. Par exemple en Allemagne, il y a une très forte communauté russe à Berlin, et beaucoup de gens sont partis parce que ils ne voulaient pas que leurs enfants soient mobilisés. Mais ils ne sont pas pour autant, contre la politique de Poutine. Hein. Vous savez, vous avez aussi un effet drapeau. Hein. Les gens ont à la fois peur de s'opposer, parlent dans la cuisine, comme on disait à l'époque soviétique, mais vous avez aussi, ils considèrent, non sans raison, que c'est un grand pays, que c'est un grand peuple, et le pays est attaqué, on est derrière son drapeau, right or wrong, this is my country. Voilà. Eh bien, merci, monsieur l'ambassadeur, d'être venu nous livrer votre témoignage.